reprend nos travaux. Merci à ceux d'entre vous qui êtes là, parce que tout le monde n'est pas encore revenu de la pause déjeuner. Pourtant, on a beaucoup de choses à voir ensemble et tout aussi passionnantes que ce matin. On reprend. Alors d'abord, dans un instant, on va parler des villes intelligentes et puis on va consacrer une bonne partie de l'après-midi à la question du développement économique, même si ce dont on a parlé ce matin, transport, mobilité, énergie, économie circulaire, c'était déjà des questions qui concernaient le développement économique. Parce que l'idée que nous portons au forum, c'est celle selon laquelle c'est en réfléchissant au meilleur accompagnement possible de la transition écologique et solidaire qu'on va créer de nouvelles niches d'emploi, et pas seulement des niches d'ailleurs, hein, de nouveaux bassins d'emploi, qu'on va créer une nouvelle économie et une nouvelle profitabilité. Alors on commence cet après-midi avec les Smart Cities, en bon français, donc les villes intelligentes, et c'est Philippe Claus, qui est bourgmestre de Bruxelles, qui va venir nous en parler, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir. Ah oui, j'avais oublié la vidéo, pardon, autant pour moi. En una ciudad tan grande pasan cosas inesperadas, accidentes, enfermedades, imprevistos. That's not the reality of New York City. Tens of millions of people are seeking more. But if space is the problem, then it's also the remedy. Anyone from his home, from his office, from wherever they are, work together on the solutions that the city really needs. once we are all connected, There is infinite, boundless possibility. Voilà, donc on remet les choses dans l'ordre. Il y avait cette petite vidéo. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, s'il vous plaît. Qui vient nous parler des Smart Cities. C'est à vous. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, alors vous parlez des Smart Cities et un peu de l'expérience de la capitale de l'Europe, la capitale de 500 millions d'Européens. C'est évidemment un sujet extrêmement vaste. Alors, nous connaissons tous ce vers de Baudelaire caractérisant la modernité urbaine. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Alors, au mouvement de la ville et de ses rythmes succède toutefois aujourd'hui l'endoiement des réseaux. Les flux remplacent la cadence qu'impliquait l'étanchéité des temps de formation, de travail, de loisirs et de repos. L'autorité locale, la plus proche du citoyen, inscrit son action dans la tension entre le temps court de la réactivité aux besoins des habitants et le temps long durant lequel s'élabore la ville de demain. Alors, établir des priorités et les ancrer dans la réalité urbaine permet, sinon de gouverner l'avenir, d'en aménager le chemin et surtout de verser dans les ornières des défis tardivement identifiés ou relevés. Le philosophe Wittgenstein observait très justement ceci: quand nous pensons à l'avenir du monde, nous visons toujours le point où il en sera s'il continue à suivre le cours que nous le voyons suivre aujourd'hui. Nous ne prêtons pas attention au fait qu'il ne va pas en ligne droite, mais suit une courbe et que sa direction change constamment. Il nous incombe donc d'orienter la direction que prendra la ville du futur, car l'imprévisibilité s'accorde mal avec sa vocation d'apporter à ses habitants un cadre de vie de qualité, pérenne et bien desservi en services publics. L'urbaniste américain Bruce Katz dit « Nous sommes entrés dans l'ère des villes, qui doivent absolument se réinventer leur héritage urbain et les possibilités apportées par la révolution numérique pour s'insérer dans le réseau des villes qui se superposent aux ensembles étatiques. La ville est une grande ductilité. Elle fut à chaque époque historique le laboratoire dans lequel des catégories sociales émergentes inventaient l'économie et la politique à venir. Dans ce contexte de nouveau localisme, autrement dit de prépondérance des villes, la ville du futur souhaitable est celle qui se donne l'ensemble,
celle qui se donne à l'ensemble les moyens disponibles pour densifier ces services aux citoyens. J'évoquais les défis auxquels nos sociétés doivent faire face, l'augmentation de la population, les inégalités sociales, le changement climatique, les révolutions technologiques. Ce sont autant d'aiguillons qui nous incitent évidemment à repenser et réinventer le modèle urbain. Ce sont des défis globaux, car c'est dans les villes qu'ils se font le plus ressentir, que ce sont les villes qui doivent y répondre de façon agile. On le sait, les différents chiffres des Nations Unies montrent que d'ici 2050, 70% de la population mondiale vivra dans les villes. Aujourd'hui, c'est près de 50%. Nous avons multiplié par 7 la population dans le monde. C'est dans les villes aussi que 75% des émissions mondiales de CO2 sont produites et elles consomment 2/3 des énergies que nous produisons. Or, les villes, c'est 2% du territoire de la planète. C'est évidemment une donnée extrêmement importante et cette densité urbaine doit pouvoir attirer et favoriser les talents, la diversité et l'innovation pour en faire les catalyseurs de l'invention et de la création. Alors, de nouvelles idées émergent, de nouveaux moyens, des choses qui sont mises à nos dispositions. Aujourd'hui, on parle partout de cette révolution digitale, de cette smart cities, de ces villes connectées. Mais connectées pour faire quoi? On est passé de la révolution, la mécanisation de l'industrie, de la production de masse, l'automatisation de la production, à une 4e révolution industrielle, qui est celle en fait des technologies. Mais de nouveau, comme je le disais, la technologie pour faire quoi? Si c'est juste pour que le Wi-Fi soit diffusé un peu partout, pour que les gens aient juste une meilleure connectivité, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Et aujourd'hui, la recherche que font les villes, c'est de voir comment elle peut toucher tous leurs citoyens. Parce que dans beaucoup de débats que nous avons sur les smart cities, on n'évoque pas assez la fracture numérique. Le fait que tout le monde, même si beaucoup de gens aujourd'hui sont équipés de smartphones, est équipé d'un smartphone. Qu'il faudra aussi penser à tous ces territoires urbains qui ne sont pas couverts par cela. Et donc, je mets toujours comme bourgmestre de Bruxelles, donc qui est un maire, un nom en belge de maire, cette attention d'entendre aussi ce que Rosan Vallon appelle les invisibles, ces sans-voix, ces personnes qui ne s'expriment pas. On a un énorme débat sur la mutation de la démocratie représentative vers la démocratie participative, mais aujourd'hui, qui participe? Là aussi, les outils qui vont pouvoir être proposés par la digitalisation doivent tenir compte de ces personnes qui n'ont pas le temps de venir débattre de leur environnement urbain et de leurs équipements. Ce sera des vrais défis. Si l'on veut en effet appuyer la démocratie représentative, il faut qu'il y ait une vraie représentation où les gens se sentent impliqués, écoutés évidemment, mais que l'on puisse consulter le plus grand nombre. Et au-delà de ça, je voudrais évoquer 2 sujets importants qui concernent principalement ma ville, mais d'autres villes aussi, c'est l'éducation et la santé. Je pense que les villes intelligentes, ce sont évidemment des villes qui vont investir dans la santé, dans l'éducation d'abord, qui ne vont pas avoir peur de la digitalisation ou de l'intelligence artificielle, mais qui vont aider à favoriser les développements technologiques, d'abord dans les quartiers les plus précarisés. C'est évidemment les tableaux blancs, les tableaux actifs, la façon dont on peut enseigner les différents tutoriaux, dont on peut échanger entre les écoles, dont on peut travailler à reconnecter nos élèves aussi, qui sont parfois en décrochage. On peut citer à cet exemple la multiplication des écoles de codage qui se développent pour réaccrocher des personnes qui sont sorties des circuits classiques scolaires. C'est vrai que ces écoles de codage, aujourd'hui, elles ont du mal à rentrer dans les académies, dans les programmes. Or, on voit dans les différents territoires urbains de Bruxelles, par exemple, un quartier fort connu à l'étranger, qui est Molenbeek, pour des raisons évidemment dramatiques, eh bien, c'est dans ce quartier extrêmement paupérisé de Bruxelles que s'est développée une société qui s'appelle Molengeek, qui est maintenant sponsorisée par Google, qui travaille avec des personnes fortement déscolarisées et qui rentrent justement dans la programmation et dans un nouvel apprentissage. Travailler sur ces territoires urbains en travaillant sur ce qu'on appellerait des territoires outsiders aussi, c'est le rôle des villes, d'aller implanter les fameux Fab Labs connus depuis le MIT en 2002, ces Fab Labs, de les implanter comme une nouvelle industrie que l'on crée dans de nouveaux territoires. C'est à ça que la Smart City sera révélée comme intelligence, c'est qu'au-delà des campus universitaires, au-delà de ce que l'on connaît, c'est d'aller vers ces endroits méconnus et que justement la connectivité permettra de remettre en scène, de remettre en jeu. Je crois qu'à travers l'enseignement, on le sait, c'est le premier budget d'ailleurs de ma municipalité, c'est l'enseignement devant la police, puisque
En Belgique, les fonctions de maire et de préfet de police sont fusionnées. Devant les services d'assistance publique, c'est le service de l'enseignement qui doit rester la clé de nos territoires urbains. Et la Smart City, ce sera ça. La traduction est ville intelligente. La ville intelligente, ça n'est pas que la connexion, c'est vraiment l'ABC. Une autre particularité qui nous tient très fort à cœur à Bruxelles, mais même dans d'autres territoires, c'est la santé. Aujourd'hui, les politiques de santé en Belgique, c'est 6% du produit intérieur brut. On estime que dans les prochaines années, avec l'évolution des techniques de santé et leurs coûts, on risquerait d'atteindre les 10%. Ce qui, évidemment, comme dans tout pays issu de l'État-providence, est extrêmement complexe à gérer, parce que vous avez une tension, évidemment, entre le fait de vouloir défiscaliser ou de réduire certaines charges patronales et le fait qu'à un moment donné, vous devez réalimenter votre sécurité sociale par des cotisations qui permettent de payer ces soins de santé. Car une des forces de nos hôpitaux de la ville de Bruxelles, c'est que vous soyez pauvre ou riche, vous êtes soigné par les mêmes professeurs d'université, puisque nous gérons 4 hôpitaux universitaires, et que vous avez les mêmes types de soins. C'est un particularisme en Belgique assez important qui fait que nos soins de santé coûtent plus cher qu'ailleurs, mais sont dans un état, la Belgique, particulièrement démembré et qui a parfois beaucoup de mal à croire en lui-même. S'il y a vraiment un domaine dans lequel les Belges croient, c'est leurs soins de santé. Eh bien aujourd'hui, la Smart City, ça va être de penser la santé, de la rapprocher du citoyen. Nous sommes convaincus qu'en continuant à travailler là-dessus, dans non seulement la façon dont les patients vont pouvoir rester moins longtemps à l'hôpital, ce qui coûtera moins cher la sécurité sociale pour être mieux suivis chez eux, à travers notamment les outils connectés, on aura un vrai avantage. Et aujourd'hui, avec la médecine de première ligne, que sont les médecins généralistes, les médecins de famille, c'est à travers notamment l'équipement de ces bureaux et de ces cabinets médicaux de première ligne que nous voulons continuer à faire avancer notre médecine générale et notre médecine universitaire. Parce qu'on est convaincu que la Smart Cities rentre dans cette dynamique-là. Et on demande de plus en plus à des personnes de réfléchir avec nous comment justement faire sortir plus vite quelqu'un de l'hôpital, que personne n'a envie de rester à l'hôpital, mais d'être sûr qu'on ne le met pas en danger parce qu'on l'a sorti trop tôt. Au-delà de ça, évidemment, c'est tous les mécanismes de prédiction, tous les mécanismes de suivi, tout ce qu'on peut trouver. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de personnes qui sont diabétiques, ont un contrôle quasi permanent à travers un patch qui leur est installé, qui est connecté directement à leur smartphone, qui est connecté à leur médecin. Eh bien, dans les villes, c'est important. Aujourd'hui, on continue à développer ça parce qu'on le voit, on ne doit plus se rendre à la gare, on ne doit pas embouteiller le service des urgences, on ne doit pas reprendre un rendez-vous avec son médecin, on pourra avoir un suivi direct. On pourra dégager aussi les tâches administratives, parce que beaucoup de nos infirmières et de nos médecins sont parfois trop mis là-dedans, avec une vraie connexion qui peut être faite. Et alors, plus fou, qui ressemble un peu à de la science-fiction, Bruxelles a signé avec Airbus et avec son hôpital Saint-Pierre, qui est un de ses hôpitaux universitaires, une convention avec la Commission européenne pour travailler sur le fait de pouvoir transporter nos médecins de façon plus rapidement, d'ici 2030, mais 2030 c'est demain, pour faire des interventions d'urgence à travers des drones. Alors ça paraît fou aujourd'hui d'imaginer qu'un médecin soit transporté, mais vous savez que dans les personnes qui ont des crises cardiaques, on a développé de plus en plus le fait d'avoir des boîtiers qui permettent de réanimer, mais qui dans la salle oserait déjà allumer ce boîtier, brancher, injecter de l'électricité? Ça a l'air très simple comme ça, mais une fois qu'il faut le faire, c'est compliqué. Et on sait que l'assistance d'un médecin peut être importante, et chaque minute gagnée dans le cas d'une crise cardiaque, c'est 10% d'espoir de vie en plus. Eh bien, on réfléchit aussi à cette ville connectée qui doit pouvoir bouger à travers des médecins qui seront transportés plus rapidement dans nos espaces urbains qui, parce que nous voulons requalifier l'espace public de plus en plus au profit des habitants, vont avoir des congestions urbaines où on n'acceptera plus le tout à la voiture, au-delà de la pollution et au-delà de la lutte, évidemment, contre celle-ci. Et donc, tous ces phénomènes urbains, le message que je veux donner comme décideur politique, que ce soit sur la démocratie participative, que ce soit sur l'école ou que ce soit sur la santé, nous sommes au cœur d'un grand défi. Soit on développera une technologie qui restera une technologie d'élite, qui n'aura donc pas un intérêt extrêmement important, tellement le gap va se faire entre ceux qui peuvent en bénéficier et ceux qui n'en bénéficient pas, ou on utilisera cette technologie pour justement reconnecter les gens et les territoires. Car il n'existe pas une ville dans le monde qui n'a pas des différences de territoire, entre ces centres, ces hypercentres commerciaux, ou ces hypercentres habités, ou résidentiels, ou ces centres administratifs. Aujourd'hui, ces différents territoires répondent à des questions différentes, et à travers ces technologies, on doit pouvoir les réconcilier. Parce que, dans le fond, quelles que soient les opinions politiques, ce que cherchent, dans le fond, les décideurs de ville, c'est d'avoir une véritable mixité inclusive.
Et donc ce que je suis persuadé, parce que je veux croire dans la technologie comme étant une avancée pour l'homme, c'est que, et ce sera le débat sans doute du panel d'après, c'est comment cette technologie peut servir les villes et peut servir ses habitants. Sinon, comme je le dis, elle n'a qu'un intérêt, je dirais, assez factuel et assez temporel, et elle ne permettra pas de construire une ville plus humaine et plus solidaire. Donc le vrai défi de demain des villes, c'est à la fois cette connexion répartie sur tout le territoire et la façon dont cette connexion va servir l'ensemble des services, notamment publics, rendus aux citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle ère. Il ne faut pas craindre ceux qui nous annoncent parfois les grands malheurs de la digitalisation. Je pense que de nouveaux métiers vont naître de la digitalisation. Il faut pouvoir en avoir confiance. Mais il existe et il est important d'avoir une force régulatrice du pouvoir public par rapport à cela, pour bien veiller à ce que personne ne soit oublié, pas même les invisibles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe Clauze. J'oserais même dire surtout pas les invisibles. Surtout pas les invisibles, puisque la plupart du temps, ce sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre et ce sont les premiers à subir l'impact du réchauffement climatique. Merci beaucoup. Merci.